Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Et on se retrouve tous ensemble avec mes intervenants du jour, Corentin, Louis et bien entendu Méchad pour la deuxième partie de notre épisode, la FAQ des abonnés. Petit rappel, dans la première partie, nous avons traité déjà de l'état de santé mentale et physique de notre ami Méchad, de retour de son voyage d'Asie. Et de façon plus sérieuse, nous avons traité dans un premier temps la défense et le poste de latéral droit. Puis, nous avons terminé en parlant de l'attaque, qui de Sesco, de Gyökeres rejoindra peut-être le club d'Arsenal. Quid de notre numéro 9, Kai Havertz. Toutes ces réponses que vous pouvez retrouver dans la première partie de l'épisode Coup de canon qui était publié il y a de ça quelques jours. Messieurs, on se retrouve donc pour discuter de nouveaux thèmes proposés par nos auditeurs et nous commençons tout de suite avec l'Académie. C'est une question sur X de VB18 qui nous demande si on va découvrir un autre crack de l'Académie à part, bien entendu, Dohan. Doman. Doman, pardon. Euh, je cède très volontiers la parole à Corentin et à Louis. Ouais. Messieurs, Domnan, on n'en parle pas trop, mais Allez, c'est pas grave, tu vas y arriver, hein. ouais, il faut déjà qu'il joue pour que j'apprenne à dire son nom. Y a-t-il, messieurs, à votre connaissance ou au niveau de l'académie, d'autres jeunes que vous suivez? Alors, on sait très bien qu'à un moment donné, c'est peut-être ça juste la prise de parole que je vais faire, à un moment donné, il y a eu beaucoup de jeunes sur le banc de touche quand on a eu l'hécatombe de blessures, pardon. On en a vu certains évoluer, notamment en Carabao Cup, sur des matchs un petit peu plus faciles. Nichols, le gardien également. Mais vous, en tant que spécialiste du club et de l'académie, euh, mouillez-vous. C'est quoi le prochain nom qui va faire parler de lui? C'est qui va partir à Manchester United l'année prochaine, les gars? Bah, Qui commence? Moi, c'est le président, hein. Attends, sur un sujet comme merci. ça, Merci, Louis. J'apprécie. Mais après, déjà, pour découvrir un autre, il faudrait déjà qu'on découvre Max Doman, non? Ce serait déjà pas mal de le voir déjà avec l'équipe première. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de le voir jouer beaucoup de minutes. Mais ça va peut-être pas arriver la saison pro, hein, les gars. Il a 15 oui, ans. il a 15 ans, il a 15 ans, hein. Donc, Va falloir. comme je dis les gens, c'est pas le retour, c'est pas le retour de Messi sur Terre, Doman non plus, hein. Je pense qu'il va être intégré à l'équipe première. Il va faire quelques apparitions. Il va peut-être avoir des minutes en coupe. Ou alors, il va se retrouver titulaire parce qu'on a 145 blessés. Mais je pense que Max Dorman, il va falloir lui laisser du temps, quoi. Ça va pas être le. Faut pas s'attendre à ce qu'il ait le même nombre de minutes que Nwaneri cette saison, par exemple, hein. Faut pas s'attendre à ça. Mais après, je me suis noté, ben, moi, je mise une pièce sur un de nos gardiens. Parce que pour l'instant, alors, Kepa, c'est pas encore fait, mais on a quand même une bonne petite fournée de gardiens qui attend en réserve. On a Seth Ford, on a Roras, on a Porter qui a joué un match aussi comme Seth Ford l'année dernière. Et c'est des gros prospects. Seth Ford, c'est un gars qu'on a recruté à l'Ajax qui était suivi par pas mal de clubs européens. Rojas, c'est le fameux gardien qui est d'origine à la fois russe et colombienne, mais qui est arrivé très tôt Au à mélange. l'académie. Le, Ouais, le le mélange mélange est est, obscur. le Ça, mélange est c'est un mélange hardcore. c'est un mélange qui s'est fait en Thaïlande, ça. Ça, c'est dans la Thaïlande, tout ça. Mais Le Chad, mélange qu'est-ce que est, t'as encore fait? Je suis pas le, russe. le mélange est Ni hardcore, colombien mais d'ailleurs. le mélange il est hardcore, ouais, mais c'est quand même un de nos gros prospects de l'académie. Peut-être pas le numéro un, mais il est très haut dans la liste. Et Porter, pareil, Ouais, il a été plusieurs fois sur le banc cette saison parce que pas le choix.
Euh, parce que de toute façon, c'était quand il y avait en Champions League, il fallait en mettre deux, donc c'était lui avec Neto. Mais voilà, je mise une petite pièce sur un de ces trois gardiens-là. Et peut-être un petit peu plus de temps de jeu, mais bon, après, si Kepa arrive, c'est vrai que ça va tourner. Ça va déjà très peu tourner avec Raya, donc j'espère, pourquoi pas, avoir quelques minutes pour l'un de ces trois gardiens-là. Et il y a aussi un petit défenseur central qu'on parle beaucoup dans la fanbase anglaise qui s'appelle Marley Salmon. Je vous invite à vous regarder quelques compilations déjà qui tournent sur Twitter. C'est Salmon, son nom de famille, Salmon. Et bon, par contre, il est encore beaucoup trop jeune, il a 15 ans, mais ça parle beaucoup de lui déjà au Royaume-Uni, donc va falloir le surveiller de très près. Mais après, avant qu'il arrive en équipe première, il y a du chemin à faire, quoi. Voilà. Louis, est-ce que tu as d'autres noms? Est-ce que quand tu vas à Colnay pour voir les entraînements de l'académie, est-ce que tu as vu en tant que scout d'Arsenal? Alors moi, je mettrais une pièce sur Michal Rosiak, qui est un défenseur polonais qui joue avec nos U21. Alors il a 19 ans, c'est un milieu de base, c'est un milieu défensif qui a été reconverti en latéral. Tiens, un milieu défensif reconverti en latéral, ça nous fait peut-être penser à un autre jeune qui vient de percer. Donc voilà, c'est un milieu défensif de base, très propre dans la relance. Il est aussi très adroit sur coup de pied arrêté. Et il a joué pas mal cette saison, du coup, en milieu latéral, en arrière latéral, pardon, slash arrière intérieur. Donc c'est un profil qui est très, très Arteta compatible. Dans la liste des joueurs, là, il y a quelques semaines, qui a été publiée par le club pour la saison qui arrive, les joueurs qui sont toujours sous contrat et les autres qui sont libérés. On a Rosiak qui est dans la liste du coup des joueurs qui sont conservés, sachant qu'il est en fin de contrat là dans quelques semaines, mais Arsenal veut à tout prix le conserver. Surtout Arteta pousse pour le protéger, pour le prolonger, pardon. Donc je pense que c'est peut-être un profil qui commence à se rapprocher de l'équipe première, sachant qu'il s'est aussi beaucoup entraîné avec les pros durant la saison du coup 2024-2025. Surtout en fin de saison, il a fait pas mal d'entraînements avec les pros. Donc peut-être qu'Arteta le prépare à intégrer tout doucement, mais sûrement pardon, le groupe pro pour la saison prochaine. Et il sort du coup d'une très bonne saison avec le U21 où en 17 matchs, il a effectué 6 buts et une passe décisive. Donc pour un profil plutôt défensif, c'est quand même plutôt pas mal et plutôt prometteur. Donc voilà, le petit Michel Rosiak, on verra cette saison, mais il y a possibilité, je pense, pour qu'il gravite autour du groupe pro la saison prochaine. Alors, affaire à suivre en tout cas, et ça serait avec un grand plaisir que j'aurais à reparler de ces noms s'ils devaient sortir au cours de la saison, parce que voilà, je manquerai pas de vous rappeler votre côté un petit peu visionnaire des choses, messieurs. Mais Charles, je pense que tout comme moi, tu passes ton tour? Oui, oui. Non, non, moi je recommande Nwaneri, c'est un super joueur de l'académie, et Lewis Kelly. Ok, ça marche. Et ben du coup, la transition est toute faite puisque Lucas, il est temps d'aller te cacher. Sur Instagram, on a Lucas Michel Lopez qui nous pose une question. Alors très honnêtement, et c'est clairement le but de cet épisode FAQ, toutes les questions étaient permises. Euh, on va bien entendu y répondre, mais Lucas, cette question nous a quand même relativement, on va dire, interpellé. Lucas qui Tendu, nous tendu. demande, elle en a attendu certains. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Donc, du coup, je vais commencer à prendre la parole avant de vous laisser donner vos arguments, messieurs. Mais Lucas nous dit vendre Nwaneri, pourquoi pas? Alors, il précise Arteta ne l'aime pas. Je comprends la question posée par Lucas. Je veux juste recontextualiser. MLS a prolongé ou est sur le point de prolonger. Lewis Kelly devrait suivre, et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, et encore une fois, l'heure du bilan, on en parle, de la saison de Nwaneri qui a été faite de haut et de bas, mais qui a été faite aussi d'une incompréhension totale à l'époque où Ødegaard se pète. Je vais pas revenir sur l'épisode, plutôt inviter les gens à aller écouter notre épisode qui est consacré là-dessus.
Mais effectivement, on est en droit de se demander quelle sera la place de Nwaneri la saison prochaine si, quand Ødegaard, qui était blessé, puis en méforme constante en fin de saison, si Nwaneri n'a pas joué, quelle va être la place de Nwaneri? Et c'est plutôt dans le cas... Ah, la question de Lucas, je l'aurais posée différemment. C'était plutôt, Nwaneri doit-il partir pour s'épanouir? C'est plutôt comme ça que moi je l'aurais entendu, ou doit-on prêter Nwaneri une saison pour qu'il puisse s'épanouir et avoir du temps de jeu? Il a décidé de la poser autrement, donc du coup, messieurs, je vous pose la question, faut-il vendre Nwaneri? Voilà, moi je vais me mettre aux abris, hein, l'abri anti-atomique, et à Qui tout à sort la l'heure. mitrailleuse, là? Qui sort la sulfateuse, là? Bah, honneur au président encore, hein. Bon, allez. Non, mais faut-il vendre Nwaneri? En fait, moi, j'ai du mal à comprendre en fait les gens. Alors, je suis d'accord que sur la partie où Odegaard était blessé, il aurait dû beaucoup plus jouer que ça. Mais à part ça, en fait, j'ai fait la comparaison avec les autres joueurs très très cotés en première ligue qui, à 18 ans, eux, en fait, combien de minutes ils ont joué? Donc, cette saison, Nwaneri, il a joué 1300 minutes. Ok. La saison dernière, il en avait joué 13. Donc déjà, rien que là, il y a un gap monstrueux entre cette saison et la saison passée pour Nwaneri. Ensuite, j'ai regardé la saison de Phil Foden à 18 ans. Phil Foden à 18 ans, il avait joué 30 minutes, avec C'est 300, fou. 300 minutes. T'as fait le même exercice que moi, c'est dingue, président. C'est incroyable. Et on s'est pas concerté, mais c'est vraiment les notes C'est là fou, hein, que j'ai c'est devant fou, les hein. yeux, c'est les mêmes notes. C'est incroyable. Donc Phil Foden, la saison 2017-2018, il a joué 320 minutes. C'est la saison où il avait 18 ans. Harvey Elliott, la saison où il avait 18 ans, c'était en 2021-2022, il avait joué 500 minutes. Cole Palmer, la saison où il joue à City en 2020-2021, où il a 18 ans, il joue 100 minutes. Liam Delap, dont Louis a parlé tout à l'heure, il jouait aussi à City à l'époque où, quand il avait 18 ans, il a joué 150 minutes. Donc, c'est-à-dire que Nwaneri, par rapport aux autres joueurs que maintenant on place, des autres joueurs anglais, je précise, qu'on place dans le haut du panier, Nwaneri a explosé en fait le compteur du nombre de minutes jouées euh, pour un jeune de 18 ans. Et si on compare aux jeunes de moins de 21 ans qui ont joué le plus de minutes en Première Ligue cette saison, donc on n'a que 6 joueurs, donc c'est Lewis Kelly, Nwaneri, Hall, Rico Lewis et Connor Bradley. Et on parle de joueurs de moins de 21 ans, hein. Je ne parle pas de joueurs de moins de 19 ans ou quoi, de moins de 21 ans. Donc Nwaneri et MLS, déjà, ils se placent dans le top 6 de joueurs les plus jeunes qui ont joué le plus de minutes en Première Ligue. Donc dire que Arteta n'aime pas Nwaneri, moi je trouve ça complètement fou en fait. Je Mais, pense même que c'est son chouchou. Je pense même que c'est son chouchou à Arteta. Ouais. Alors ok, il aurait pu jouer plus de minutes quand Odegaard était blessé, mais déjà, Nwaneri, il joue énormément pour un jeune de 18 ans. Et là, on va sortir le fameux contre-exemple Yamin Lamal. Mais Yamin Lamal, en fait, on peut pas comparer ce joueur parce que c'est trop choquant ce qu'il fait, Yamin Lamal. On peut C'est pas pas la norme, hein. comparer. C'est vraiment, on parle d'un candidat au Ballon d'Or là, les gars. On va pas comparer Nwaneri et Yamin Lamal. Faut se calmer. Donc pour moi, en fait, au final, c'est le seul contre-exemple qu'on peut donner parce que en fait, si tu compares tous les autres joueurs de moins de 21 ans, Nwaneri fait partie des joueurs qui ont le plus joué en Europe. Voilà. Corentin, je peux ou pas répondre? Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Bon. C'est fait pour être répondu, hein, Chad. Alors, évidemment, l'argument Yamal, il n'est pas valable parce que Yamal, c'est une anomalie en réalité. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Voilà. Et un joueur qui perce à son âge, c'est pas normal. C'est du jamais vu. Enfin, c'est pas normal. Donc évidemment que c'est pas comparable. En revanche, l'argument des minutes là que tu viens de sortir, moi, je trouve ça un peu malhonnête. Je te le dis très honnêtement, je trouve ça malhonnête. Pourquoi? Ouah, ça y est, c'est parti! Merci Lucas! On aime bien la bagarre, voilà, on veut de la bagarre ici. Non, je trouve malhonnête parce que en fait, Nwaneri, les minutes jouées par Nwaneri, c'est pas un choix d'Arteta en réalité, c'est par défaut qu'il a joué. C'est Mais pas, c'est c'est faux, pas une c'est faux, volonté. c'est faux, mes chats. Mais non, c'est pas faux. Il a joué parce qu'il y a eu un enchaînement de blessures qui a fait qu'il n'avait pas le choix en réalité, excepté effectivement
le cas de, tu vas me sortir le cas, dans ces cas-là, il aurait fait jouer Nwaneri à la place d'Odegaard quand il était blessé. Effectivement, ce passage-là, il est incompréhensible par tous, sauf que, en fait, le gamin, il a tellement montré de qualité à chaque fois qu'il entrait 5 ou 10 minutes qu'à un moment donné, il était peut-être obligé, face à la succession de blessures qu'il y avait, de le faire jouer. Et je pense même, pour te dire la vérité, qu'il a été un peu pris au piège dans le sens où Nwaneri a été beaucoup plus performant que ce qu'il pensait. Et moi, je reste convaincu que s'il a joué autant de minutes, c'est parce qu'à Arsenal, on avait premièrement un mercato d'été foiré dans le sens où on avait un effectif trop insuffisant et qu'on a en plus laissé de la place pour Nwaneri avec tous les départs, Vieira, Nelson, etc., etc. Et cetera. Et qu'en plus, les blessures de l'effectif ont fait qu'il n'avait pas le choix. S'il n'y avait pas autant de blessures, il aurait joué aussi, enfin, il aurait joué très peu, il n'aurait pas joué autant. Et ça, c'est une certitude. C'est pour ça que je dis que c'est malhonnête. Après, je dis ça aussi pour t'embêter. Mais Ouais. je sais pas si Et c'est. ça l'embête. Non, non, mais. Et en réalité, je sais pas si c'est Arteta qui n'aime pas Nwaneri. Je pense que juste que Arteta a des principes qui sont très. Comment dire, très arrêté, et que par exemple, comme en Italie, enfin, en Italie, par exemple, il y a une règle, c'est que les joueurs, quand ils ont moins de 23 ans, ça joue très peu. Peu importe le talent des joueurs, si ce n'est peut-être quelques exceptions, mais ça joue très peu. Et je pense que Arteta, il a ce principe-là où des jeunes joueurs à 17 ans, 18 ans ne sont pas censés être des titulaires indiscutables parce qu'ils ont une croissance, parce qu'ils ont un développement à effectuer, à faire. Et je pense qu'il est plutôt dans ce registre-là avec Lewis Kelly, parce que c'est en plus un poste qui peut où le melon peut être vite pris, quoi, tu vois. Je pense que moi, je trouve que c'est ça. Je réitère mon argument qui est de dire que s'il joue autant, Nwaneri, c'est pas un choix, c'est plus par défaut. Mais Oui, comment mais t'expliques? après il a joué 37 matchs quand même, Noneri, cette saison. Tu joues pas 37 matchs par défaut. Bah, quand t'as pas le choix, tu fais quoi? Bah non, 37 matchs, tu peux pas jouer 37 matchs par défaut. Je pense que, mais il y a des stats quand même, Noneri. En termes de stats purs, il a quand même montré qu'il était largement capable. Donc, je ne pense pas que, alors, Nwaneri, je ne pense pas qu'à terme, ça sera un ailier droit. Ça, je suis plutôt d'accord que sur son poste d'ailier droit, peut-être que c'est pas là qu'il va s'épanouir. Mais pour moi, cette saison, il a gagné le droit d'être la rotation. Et je suis plutôt d'accord avec toi, Michel, sur le fait qu'effectivement, Arteta reste très prudent vis-à-vis de Nwaneri. D'ailleurs, il a dit cette saison qu'il se sent qu'il est responsable du développement de Nwaneri, où il a notamment dit qu'il voulait y aller brique par brique. Parce que, alors justement, je reviens sur l'exemple de Corentin de Phil Foden. Phil Foden, là, il sort du coup d'une saison plutôt moyenne, là, la 2024-2025, et il en a parlé en interview cet été. Et qu'est-ce qu'il a dit cet été? Ouvrez les guillemets. Il a dit, pour moi, le football se joue avec le cerveau, et quand le cerveau est mentalement fatigué, vous ne voyez pas un joueur tel qu'il est. D'habitude, j'ai hâte de revenir, mais là, quand je suis revenu, mon corps et mon mental étaient au plus bas. C'est-à-dire qu'on a l'exemple parfait d'un joueur qui a l'âge de Nwaneri, qui a été lancé dans les mêmes conditions, qui, à 24-25 ans, te dit très clairement, mentalement et physiquement, je suis fatigué. Peut-être parce qu'il a trop enchaîné dans le passé, peut-être parce qu'il y a eu trop de pression d'un coup sur lui, et il te dit clairement qu'il est fatigué. Et en plus Oui. de ça, Arteta, quand il était à Arsenal, il a connu un petit jeune sorti de Holland, 16-17 ans, au milieu de terrain, qui a été lancé très très vite, qui contre le Barça à 19 ans a sorti une énorme masterclass. C'est Mathieu Jack Wilshere. Flavini. Ah, pardon. Presque, presque. Mais c'est Jack Wilshere. Et Jack Wilshere, pareil, il a été lancé très très tôt, très très vite, à 19 ans, et jouait, je ne sais plus, 1500 minutes. Il jouait contre le Barça. Et au final, le Jack Wilshere s'est totalement ruiné physiquement, peut-être parce qu'il a été aussi lancé très tôt, très vite, avec trop de pression sur les épaules. Et je pense que Arteta a peur de ça. Il veut pas le lancer trop vite. Il veut vraiment prendre son temps. Et quand on prend l'exemple de Yamin Lamal, alors oui, Yamin Lamal, effectivement, ce n'est pas la norme et ce n'est pas un joueur sur lequel on peut comparer la trajectoire de Nwaneri. Mais là, le Barça, ils prennent quand même beaucoup de risques avec Lamine Yamal. On a un joueur de 17 ans qui joue tous les 3 jours et qui pousse la fonte tous les jours. Attention, Yamin Lamal, peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, physiquement, il sera totalement ruiné. C'est une possibilité. Ou pas. Oui, mais Ou c'est pas. après, voilà, c'est ça. Si vous permettez, messieurs, moi j'aimerais quand même nuancer certains propos parce que Corentin, tu dis, bah, Corentin et Louis, vous avez fait le même exercice des stats. Vous dites qu'il a joué 1300 minutes et que ça paraît, c'est quand même beaucoup. Et Louis, juste
à l'instant, tu viens de dire, il a quand même joué 37 matchs cette saison. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oui. Ok. Chez moi, je fais un exercice très mathématique, très bête, hein. Des fois, je suis assez factuel. 1300 minutes, c'est 14 matchs. C'est pour ça que j'ai dit les minutes, moi, au début. Ouais, c'est 14 Et- matchs pleins. voilà. Et Voilà. là, et là, Louis nous dit, il a joué 37 matchs pour Voilà, vous arriver n'êtes à pas les bêtes. Non, non, 1300. non, non. Mais Non, mais Raoul, en fait, ce que je veux Raoul, dire, c'est même que 14 matchs pleins pour un joueur de 17 ans, c'est loin d'être ridicule, hein. ce que je veux dire, en fait, là-dedans, c'est que dans les minutes qu'a joué Nwaneri cette saison, il y a déjà pas mal de matchs de League Cup. Vous pouvez pas l'enlever. Il y a la Ligue des Champions aussi. Il y a la Ligue des Oui, oui, Champions, oui, il y a il y a des titularisations de première ligue aussi. je suis entièrement d'accord. Euh, Là où je veux juste nuancer, c'est te dire, en fait, tout le monde dit que euh, Yamal, c'est une exception, c'est un ovni. Je suis d'accord que footballistiquement, ce que ce gamin est capable de faire à 17 ans, et je crois que c'est toi, Corentin, qui dit Ouais. qu'il frôle le côté ballon d'or, puisqu'aujourd'hui, visiblement, il y aurait deux noms qui ressortent. Du Ah, lot, c'est le c'est débat, oui. Dembélé et Yamal. Hmm. Euh, j'entends l'anomalie. J'entends aussi, et là vous serez d'accord avec moi ou pas, que on ne doit pas attendre tous les 15 ans de trouver dans un championnat européen un gamin de 17 voire 18 ans qui est performant. Il se peut que sur une génération où aujourd'hui les gamins intègrent des centres de formation dès l'âge de 9 ans, 10 ans, qui sont formatés à jouer au football, à respecter des codes, à s'entraîner, à s'alimenter, etc., etc. Et c'est souvent l'alimentation qui fait la différence. Quand vous écoutez, moi, Ronaldo, je suis pas un grand fan, excusez-moi, mais quand vous écoutez Ronaldo qui vous explique comment à 40 ans il est encore une machine physique, il vous dit que ce mec-là, en fait, entre guillemets, tout est pesé. L'alimentation, elle est contrôlée. Il fait de la rééducation tout le temps. Ils ont des caissons de rééducation. Thiago Silva avait la même chose à Paris. Donc, ils sont conditionnés à être footballeurs professionnels et à tenir dans le temps. Donc là, où moi, l'argument de dire que Yamal, c'est un ovni et qu'il faut pas le comparer, pour moi, l'argument là, il a ses limites. Moi, j'ai envie de vous dire que si Nwaneri à 17 ans, voire à 18 ans, il est bon, il doit jouer. Voilà. Et s'il est sérieux, il durera dans le temps. C'est plus là où je veux envie de... Après, on est tous d'accord pour dire, je suppose que non, il ne faut pas vendre Nwaneri, très clairement. Je pense que là-dessus, il y a même pas de débat. Lucas, tu nous excuseras. Par contre, moi, je me pose vraiment la question. Vous dites que c'est le chouchou potentiellement le chou d'Arteta, qu'Arteta le protège. Alors, est-ce que le protéger, c'est pas lui dire, bah, pars en prêt un an? Mais non, pourquoi? Mais parce que s'il refait cette année 1300 ou 1200 minutes, Louis, excuse-moi, je vois pas l'intérêt. Vraiment, hein. Mais pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Je comprends pas. Non, moi, je suis Mais d'accord. Moi, il rentre dans la rotation, Raoul. Nwaneri, clairement, il rentre dans la rotation aujourd'hui. Parce que là, du coup, le problème de cette saison, c'est qu'on avait personne en rotation. Et là, du coup, tu es en train de nous dire qu'on va avoir trop de monde en rotation, donc il faut prêter des joueurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on le garde, hein. Il a là sa place, il est capable d'être en rotation de Saka. En théorie, je suis d'accord avec toi, il est capable d'être en rotation de garde, même si on l'a pas vu dans la rotation de garde. Mais pour moi, si on veut être sérieux en Première Ligue, en Ligue des Champions, en FA Cup et en League Cup, pour moi, on a besoin d'avoir des options de rotation comme Noneri. ok, mais là, vous parlez d'un mot rotation sur lequel moi je m'appuie depuis 2 ans. J'ai juste pas l'impression qu'aujourd'hui on est un coach qui fait vraiment une rotation. En fait, mon frein il est là aujourd'hui. C'est-à-dire que si Nwaneri doit refaire, je sais pas moi, je reprends les mêmes chiffres, 1300 minutes en faisant un parcours en Carabao Cup où il va faire déjà peut-être 4 ou 5 matchs qui représentent déjà 500 minutes. Oui, c'est le tiers du nombre de minutes qu'il a joué. Et s'il doit faire des apparitions de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, je vois pas où est la progression du gamin. Voilà. Mais encore une fois, le mot d'ordre et la rotation, ça fait 2 ans que j'en parle depuis que je suis sur Coup de Canon et avec vous dans l'assaut. Ça fait 2 ans que je dis que Arteta ne fait pas assez tourner et que c'est regrettable pour les joueurs qui jouent trop et qui physiquement sont rincés. Et c'est regrettable pour les joueurs et les jeunes joueurs ou les joueurs en devenir ou qui sont performants mais qui n'ont pas assez le temps de jeu. Voilà. Donc dans un cadre idéal avec une rotation normale, bien sûr qu'il doit rester, bien sûr qu'il doit jouer.
C'est juste que le débat, à mon avis, est peut-être ailleurs. Mais non, Lucas, on ne vend pas Ethan. Il est hors de question qu'on le vende. Il faut qu'on le prolonge même. Voilà. Sur la Ok. partie Nwaneri, messieurs, quelque chose à rajouter ou on enchaîne? On enchaîne. Enchaîner, je pense. On Ouais, enchaîne. votre silence parle pour vous-même. Euh, Avant le dernier thème de la journée, il s'agit de Martinelli. La question date de ce matin, je crois, Corentin, ou d'hier, puisqu'il y a eu Ah, ce matin, ce matin. des rumeurs qui annonçaient que le Bayern Munich se serait positionné ou voilà pour prendre un petit peu la température avec Nwaneri. La question nous vient de VB 1805. Elle est posée sur X. La rumeur Martinelli au Bayern, vous en pensez quoi? Quel est son prix selon vous? Cet argent est-il nécessaire pour recruter Rodrigo? Et dans l'histoire, quid de Trossard? En gros, vous l'aurez compris, l'intérêt d'un club, ou en tout cas une information qu'un club s'intéresserait à Martinelli, voilà, ça prend une envergure assez importante. Et puis, il y a plein de petites questions qui viennent. Du coup, on en pense quoi de la rumeur Martinelli au Bayern? Moi, je vous dis, j'y crois absolument pas. Voilà. Bah, pour moi, je pense que c'est un plan D, D, G, M, N au Bayern Munich. Je pense qu'il est peut-être sur la liste, mais je pense que c'est pas une cible prioritaire. Mais moi, je trouve pas ça étonnant, entre guillemets, qu'il soit sur la liste du Bayern, parce qu'on sait qu'ils recherchent un ailier. Ils étaient sur le même marché que nous avec Nico Williams. On sait qu'ils s'intéressent aussi à Raphaël Leao. Je serais pas aussi étonné qu'ils jettent un œil au cas Rodrigo. Donc, bah, effectivement, comme tous les clubs, ils ont besoin de plans C, D, E, F, G. Donc, moi, je trouve pas ça étonnant. Ouais. Méchane? Moi, je pense que s'il y a une offre et que l'offre est intéressante, il faut le vendre. Parce qu'il a montré trop de limites pardon, à Arsenal. Et que si ça nous permet derrière de recruter un meilleur joueur, il faut le faire. Voilà, je sais qu'il a une bonne cote, je sais qu'il est aussi apprécié de beaucoup de supporters. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Martinelli, c'est trop. Martin est nul, hein, comme on l'appelait cette saison. C'est un petit peu trop limité. Je sais que c'est ton fils aussi, Raoul. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais à part être brouillon, je trouve que cette saison, ça a été difficile. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a atteint un plafond de verre qu'il est difficile pour lui de casser. Donc, s'il y a une offre, il faut le vendre. Et si ça nous permet derrière de recruter un Rodrigo ou n'importe quel autre ailier qui pourrait plus apporter, il faut le faire, sans hésitation. C'est quoi Tout dépend du prix, encore une fois. c'est quoi l'offre intéressante pour toi, Méchane? 10 euros? Non, il y a une offre intéressante pour à minima 50 millions, je pense. S'il part pour minimum 50 millions, faut le laisser partir. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que si on compare par rapport à la saison 22-23, où il est monstrueux, il fait une saison de fou, moi je me dis 50 millions, c'est pas assez. Mais par contre, si on se base sur les deux dernières saisons, bah, je me dis bah, 50 millions, oui, moi aussi je le laisse partir, quoi. Mais à moins de 50 millions, par contre, je l'imagine vraiment pas aller dans un autre club. Enfin, ça me ferait chier, quoi. Je suis Moi, d'accord. Je suis d'accord. Moins de 50, je ouais, vois. parce Ouais. que même si je mets les sentiments de côté par rapport à ce joueur, parce que moi aussi je l'aime beaucoup, moi je voulais pas le vendre parce que moi à la base je voulais vraiment que Trossard parte cet été, quoi, et qu'on garde Martinelli, qu'on recrute un nouvel ailier gauche et voilà qu'on le mette en concurrence avec Martinelli. Mais bon, apparemment, de toute façon on en a déjà parlé dans le podcast bilan, mais Trossard est parti pour rester, donc ça va être, ça va être compliqué de toute façon, je pense que Martinelli peut jouer à droite aussi. Enfin, c'est pas un souci, mais ouais, moi je le vois vraiment pas partir cet été, quoi. Martinelli. Ça, je trouve que dans dans la enfin comme le disait Louis tout à l'heure, on a eu un problème de rotation cette année. Si c'est pour se faire larguer d'autres joueurs, je comprends pas le principe, quoi. Après, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin de vendre. J'espère pas, mais bon.
Bon. Mais clairement, après, de toutes les manières, il faut changer quelque chose sur ce côté gauche. Ouais. Et que ce soit Martinelli ou Trossard, il faut qu'il y ait un départ, que ce soit l'un ou l'autre, ou en tout cas que les deux acceptent de moins jouer, parce que effectivement, comme tu l'as dit, et Martinelli, mais Trossard aussi sont très polyvalents, donc peuvent apporter quelque chose, que ce soit à gauche ou à droite. Trossard même dans d'autres parties du terrain. Mais il faut qu'à gauche, on se renforce considérablement. À l'image du numéro 9 que l'on recherche, il nous faut un joueur sur qui compter à gauche, capable de faire la différence et de nous apporter beaucoup plus que ce que nous apportent Trossard et Martinelli, quoi. Ah, Mm. Martinelli est plus bankable aujourd'hui que Trossard en termes de valeur marchande. Donc, Ah bah, Trossard, il vaut plus rien. c'est ça, Ouais, bien sûr. entre Donc, guillemets. du coup, si c'est vendre pour gagner de l'argent, effectivement, à ce moment-là, c'est Martinelli qui sera mis Moi, je en suis avant d'accord. par le club. Voilà. Après, moi, la logique voudrait que ce soit Trossard qui parte, mais le côté bankable est moins important. Euh, Dernier thème, messieurs? Allez, Allez, le petit thème un peu plus léger pour la fin. Maxime sur X qui nous demande comment on vit les avant-matchs et les matchs. Et moi, j'ai envie d'écouter Louis. Eh bien, on les vit de manière très stressante, on va dire, entre guillemets. Non, c'est vrai que, alors si on rentre un peu plus dans l'intimité de l'assaut, c'est vrai que les jours de match et les veilles de match, c'est toujours des moments qui sont très, pas anxiogènes, entre guillemets, mais très, très rythmés, parce que c'est vrai qu'on a les avant-matchs dans lesquels on doit déjà se lancer dans le match. Ensuite, on a le match en tant que tel, et quand on fait les notes, quand on fait, etc., c'est vrai que c'est compliqué de garder la tête froide quand on est en charge après, par exemple, de faire les matchs. Donc c'est vrai que c'est compliqué de rester, on va dire, impassible et devant un match, surtout qu'on est alimenté par les réseaux sociaux en temps réel sur des stats ou même sur le Discord de l'asso où on commente mm, même le match en temps réel et tout. Donc ouais. c'est vrai que ça apporte toujours une dose un peu de d'excitation et du coup c'est très très dur de rester calme devant un match d'Arsenal et impassible. Donc ouais, c'est vrai que bon, c'est pour ça qu'on est bien content de l'intersaison de couper un petit peu. On regarde pas du tout la Coupe du Monde des clubs parce que c'est bien aussi de couper un petit peu avec le football. Mais oui, c'est les jours de match et les semaines de match, surtout quand on joue tous les 3 jours, c'est toujours très rythmé. Il y a toujours énormément d'excitation au moment du coup d'envoi. Corentin. Le Ouais, président, il vit ça comment? bah, là c'est pareil, on va un peu rentrer dans les, les détails des missions de l'assaut, mais en fait si moi je vais gérer par exemple le community management du compte X, ben, je vais pas vivre de la même façon un match que si je ne faisais rien, quoi. C'est-à-dire que si je vais m'occuper du CM, c'est-à-dire que je vais m'occuper de la page Twitter, je vais être sur mon phone toute la journée, quoi. Donc c'est-à-dire que les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais je vais pas vivre le match, je vais le vivre à 50%, on va dire, quoi. Parce que dès qu'il y a un but, en fait, je vais devoir Hmm. vite poster sur les réseaux. Dès qu'il y a des stats, il faut que je les ai vraiment très très vite. Donc je suis vraiment plus sur mon écran de téléphone que sur l'écran de la télé, quoi. Tandis que par exemple, par contre, si c'est pas moi qui m'occupe de ça, ce match-là, j'essaye au maximum de m'écarter des réseaux, même si Louis l'a dit, on communique beaucoup sur Discord les jours de match, mais j'essaye de couper quand même Twitter un maximum si c'est pas moi qui m'occupe du CM sur le jour de match. Parce que, faut le dire aussi, tu vis pas la même façon un match quand tu es vraiment à fond dedans. Je sais pas si vous faites par exemple l'expérience d'aller voir des matchs avec d'autres gens quand vous n'avez pas le portable, quand vous êtes vraiment focus sur la télé et que vous regardez pas du tout ce qui se passe sur le téléphone ou ce qui se passe sur les réseaux. C'est une expérience complètement différente et d'ailleurs vous vous souvenez plus facilement des actions d'ailleurs, assez étonnamment parce que avec le principe du double écran en fait, pour moi c'est vraiment un fléau, c'est un fléau de notre génération. Après, ouais, je peux en parler pendant des heures, mais pour moi, ça tue un peu l'émotion. Donc, j'essaye au maximum de couper quand même des réseaux, même si des fois, j'ai pas le choix, parce que voilà, il faut le faire pour l'assaut et pour les algorithmes et être le plus présent possible.
Mais après, au niveau du stress, ouais, toujours du stress. Moi, personnellement, le match contre Paris, c'était c'était un enfer. Le match contre le Real, encore pire, je crois. Je sais pas si c'était encore pire que le PSG, mais surtout les matchs de Ligue des Champions, ouais, du gros gros stress. Après, je sens que pour la Première Ligue, je prends de plus en plus de recul parce que il se passe tellement des trucs, il se passe tellement des trucs de fou, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou des fois la prestation de certains joueurs ou la prestation de l'équipe qui au final est parfois tellement en dessous des attentes qu'on se dit bah pourquoi j'ai stressé là-dessus. Donc ouais, après toujours ce petit moment où on est très très impatient que le coup de sifflet retentisse quoi. Et bien entendu qu'on va venir vers Méchal, puisque lui il regarde les 5 premières minutes avant d'abandonner, tellement il s'emmerde. Bah, Tu le vis très mal. Bah, non, cette année a été en fait, particulièrement compliquée pour toi quand même. je veux pas être rabat-joie, mais moi, ça fait 2 ans que je dis que, et c'est vrai, la vérité, c'est que je m'ennuie, moi, pendant les matchs d'Arsenal. Voilà. La tactique mise en place et la manière d'aborder les matchs et de jouer les matchs, ne me plaisent pas parce que Après, c'est pas ma vision du football, quoi. on est tous Pardon? plus ou moins d'accord, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus, hein, qu'on s'est Non, non, ennuyé mais à raison. je dis ça parce que je sais que sur les podcasts, on avait beaucoup de retours en disant qu'on était rabat-joie, Ah ouais. voilà, on en rigole, etc., en disant qu'on était trop sévère, qu'on en attendait trop, etc. Mais moi, je trouve que depuis le changement tactique suite à la saison euh, 22-23. 22-23, ouais, qui avait fait l'objet d'un... Non, c'est 22-23 ou c'est la saison d'avant qui avait fait l'objet d'un documentaire sur Amazon là. Ah oui, non, c'est la saison d'avant encore, du coup. C'est 21 Voilà. 22. Ouais. Mm. Ben, moi, Même avant, 21-22, parce qu'il y avait le Covid. oui, mais 21-22, il y avait encore cette capacité, en tout cas cette volonté de l'équipe d'aller de l'avant, d'aller très vite vers l'avant, de rechercher la verticalité. Alors après, ça nous a coûté le titre et je pense que depuis, ça a bien traumatisé Arteta qui a eu pour objectif de renforcer l'aspect défensif et toute l'organisation défensive. Mais je trouve que cette volonté de contrôler la balle, le jeu, la possession, qui ne laisse très peu de possibilités à la créativité et à l'expression des joueurs. Ouais, moi je sais pas, ça m'ennuie beaucoup. On en rigole à chaque fois avec Richard et Raoul avant les matchs en se disant allez, au bout de combien de temps effectivement on va arrêter de regarder le match. Alors on les regarde parce que d'ailleurs on fait les podcasts et on le fait aussi avec passion parce que ça nous plaît de les faire. Le soleil qu'il y a eu sur cette saison, c'est effectivement la double confrontation contre le Real parce que c'était inattendu. Parce qu'il faut être honnête, on s'attendait pas du tout à ce que l'on domine comme ça le Real. Mais tu vois, sur cette saison, je suis désolé, moi je trouve que c'est pas une saison réussie au vu de toutes les possibilités que l'on avait pour être champion, de toutes les possibilités que les adversaires nous ont laissées aussi. Ouais, voilà, moi je prends pas énormément de plaisir à regarder Arsenal, pour être très honnête. Donc oui, le vivre mal, c'est un bien grand mot. Mais il faut être honnête que s'il y avait pas le podcast, il y a beaucoup de matchs que je ne regarderais pas. Ça, c'est vrai. Ok. Passons à François JRN qui nous demande quel a été notre plus grand match d'Arsenal. Ça me fait penser au podcast qu'on avait fait l'été dernier, Michel, je crois. C'était l'été dernier. Oui. C'était les meilleurs et les pires souvenirs d'Arsenal. Du coup, messieurs, en fonction de votre génération et de ce que vous avez pu voir, quel est le plus grand match que vous ayez vu ou vécu d'Arsenal? Cette saison? Bah non, je pense que c'est de tous les temps. Ouais, là, c'est all time, ouais. La question, c'est all time. Ben moi, je l'avais déjà dit, mais je peux le redire. Donc, je vais le dire très rapidement. Moi, j'ai 2 souvenirs. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, enfin, non, trois. C'est pas le plus grand souvenir, celui-ci, en termes de résultats, mais en termes de ce que ça représente pour nous, supporters d'Arsenal. Il y a évidemment la finale de Ligue des Champions, qui est un moment important. Il y a le match Arsenal-Inter où Henry met son but, là, en remontant tout le terrain, en mettant Zanetti dans le vent, sur sa remontée, son crochet. Je sais pas pourquoi j'ai ce match en tête à chaque fois.
Et un qui m'avait marqué, c'était le retour contre le Milan AC en Ligue des Champions. On perd 3-0 à l'aller, ou Hmm, 4-0, je sais plus. 3-0. Et en fait, 3-0, et en y mettant, on met deux buts, et on arrive, ouais, on met les deux buts, trois buts, deux buts, je sais plus, enfin bon, bref. Euh, Bref, moi, ce match-là m'avait marqué parce que, ouais, pour une fois, je sentais la capacité de l'équipe de faire l'exploit. Évidemment, je sens mal, donc on l'avait pas fait. Mais c'était. Côté plus jeune, Louis. Côté plus jeune, moi, j'ai le souvenir de la finale de FA Cup contre Hull City, où on perd 2-0, on fait la remontada Ouais. en finale et on gagne 3-2. Hmm. Celui-là, je sais pas, j'ai un souvenir spécial de ce match. Et voilà, j'adore en plus le maillot qu'on avait en 2014. Donc, ouais. Donc, si je devais en retenir un, enfin, vraiment, peut-être pas le plus gros match d'Arsenal ou la défaite la plus brillante, mais pour moi, enfin, c'est une finale qui m'a bien marqué. Corentin? Bah lui il m'a volé mon match. Parce que... Non, mais c'est, je sais pas Bah, t'as le pourquoi. droit de dire le même, hein. Je veux dire, Ce c'est. match, je sais pas pourquoi, avec le coup franc de Cazorla, le but de Ramsey, l'équipe, Ozil, enfin, je sais pas, il y avait un truc, c'était un peu la récompense de tous ces joueurs qu'on adorait, enfin, que moi que j'adorais, quoi. Le milieu Ramsey, Wilshere, Cazorla, Ozil, enfin, c'était vraiment une idée du football que j'avais à l'époque et qui, moi, me faisait kiffer. Donc, ouais, ce match, cette finale de FA Cup m'a vraiment marqué. Et bah, du coup, pour pas dire le même match, je vais dire, bah, du coup, c'est peut-être très récent, mais le retour au Bernabéu cette saison, quoi. Hmm. C'est fou, c'est complètement fou ce qu'on a fait. D'aller gagner là-bas, encore gagner à l'Emirates, je veux bien, tu vois. Enfin, c'était fou, hein. Le match était fou. 3-0 en plus. Mais aller gagner là-bas en plus, bon, personne nous prédisait une victoire là-bas, hein. On nous disait, ouais, vous allez souffrir, vous allez prendre une défaite. Et puis au final, on gagne, quoi. Donc franchement, c'est vraiment l'un de mes plus beaux matchs d'Arsenal, ça c'est sûr et certain, quoi. C'est noté. Raoul. Euh, Pardon? Et toi, Raoul? Ah bah, moi, je l'avais déjà dit dans le podcast qu'on avait fait là-dessus. En fait, pour moi, c'est impossible de sortir un match parce qu'en fait, encore une fois, si on parle d'émotion, en fait, moi, j'ai connu les. T'es relou, mec. Allez, Mais non, sors un mais match. non, parce que enfin, alors, je vais redire ce que j'ai probablement dit dans le podcast dont je parle, c'est que d'un point de vue déception, euh, le plus grand match que j'ai vu, c'est la finale contre Barcelone. Parce que même à 10 contre 11, pour moi, on était tellement au-dessus Mais oui, mais oui, mais oui. qu'on devait, on devait gagner. Voilà, c'est juste, pour moi, on était au-dessus. Et du coup, c'était, je pense, la plus grande déception. Après, en termes d'émotion, là, je vais remonter assez loin. Il y en a deux, parce que les Pour deux, faire. j'étais derrière ma télé. C'était le 5-4 contre Reading. On est mené 4-0. Les Oui. supporters d'Arsenal partent au bout de 40 minutes et on revient à 5-4. Et je raconte l'anecdote dans le podcast, c'est de dire que j'avais du monde. C'était un match qui était un dimanche à 16 heures ou un truc comme ça. Et j'avais du monde. Mes filles étaient très jeunes. Donc on avait fait une sorte de goûter avec des copains, etc. Et à 4-0, en fait, tu sais, moi quand je regarde un match de foot, je suis un peu en mode autiste. Moi, il faut pas me parler, tu vois. Donc du coup, j'avais un peu déserté la visite pour me mettre devant la télé. Et puis à 4-0, à un moment donné, je lui dis, bah, laisse tomber, quoi. Coupe le son, laisse l'image, mais va t'occuper de tes invités. Et à 4-1, je commençais à me rapprocher de la télé. 4-2, je me rapproche de la télé un peu plus. À 4-3, je leur dis, je suis désolé, je vous laisse. Et à 5-4, j'ai explosé dans mon salon. Donc voilà, en termes d'émotion, il y a ce match-là. Et puis l'autre match qui me vient vraiment en tête, moi, c'est le retour de Henry, son but contre Leeds en Ouais, Cup, ouais. où là, je pense que en termes d'émotion, peut-être à part le coup franc de. Non, parce que le coup franc de Rice contre Madrid, le deuxième, en fait, je suis tellement sur le cul que je crois que je n'ai pas sorti de bruit. J'ai pris ma tête entre. J'ai mis ma tête entre mes mains et en fait, j'y revenais pas. Mais je pense que le but d'Henry, ouais, très honnêtement, les gens vont trouver ça très con. Mais ce qui s'est passé le avant, le pendant et le juste après, je crois que j'ai même pleuré, alors pas comme un bébé, mais je sais que j'avais les yeux très très mouillés donc voilà.
Et après, pour le côté non pas Suisse Boule, mais parce que vraiment ça se vit, le match de cette année, moi, c'est le déplacement à l'Inter, qui a été une purge extraordinaire. Ça a coïncidé avec la vraie rencontre physique avec Richard et Méchade, sans oublier Raphaël qui était avec nous, et de rencontrer d'autres gens qui nous suivent aussi sur les podcasts, qui nous suivent sur les réseaux. Il y avait Flo de RTR, il y avait Bigot Bukayo, je me rappelle plus de son prénom. On a rencontré des gens qui venaient de Caen. On a rencontré Céline pour la première fois. Et voilà. Et je trouvais que, en fait, moi, c'est ce que j'aime dans le foot. Et je trouve que quand tu as une identité club, en fait, de pouvoir rencontrer des gens, Méchad et Richard, ça faisait 1 an et demi qu'on se parlait à travers des podcasts. Et là, c'était le moment de se rencontrer. Donc voilà, ce match-là, je crois que je m'en souviendrai, non pas pour la qualité du match, mais parce que c'était San Siro, que ça vaut quand même le coup, et parce que la journée était assez incroyable. Et puis jusqu'au podcast enregistré dans le Airbnb, voilà, on passera à certains détails, mais moi, quand il m'en parlait, j'ai déjà des fous rires qui me reviennent. Voilà. Richard ne ferme pas les portes quand il va aux toilettes. Voilà. Et c'est fou, Raoul, ce que tu dis, parce que bah, moi, je me rappelle plus du tout. Voilà. Allez, Ok, ok, mais c'est comme ça, moi, ça veut voilà. dire que j'ai complètement zappé. Voilà. Après, j'ai la demi-finale C'est vrai que c'était un très bon moment. contre Paris et Arsenal avec Pierrick où l'avant-match était incroyable. Voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est très très dur. Je sais que choisir, c'est renoncer, mais dans ces cas-là, je ne veux pas choisir. Euh, Corentin, la prochaine question, toujours de François, elle est pour toi. Ouais. On avait lancé une enquête sur les habitudes des auditeurs et des abonnés, où est-ce qu'ils regardaient leurs matchs, etc. Ouais. La question, elle est très simple, c'est quid de l'enquête supporter? Voilà. Bah, c'est vrai on n'a pas donné suite, Pas enfin, encore. pas encore, ça arrive prochainement. Mais en fait, je voulais me laisser du temps pour pas faire ça dans la précipitation, parce qu'on avait déjà d'autres projets en cours de saison, donc je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça à la va-vite, je voulais faire ça bien. Mais ouais, en fait, la prochaine étape, c'est de mettre en place en fait une carte des bars en France ou qui ont déjà diffusé au moins une fois un match d'Arsenal et d'inciter les gens à aller dans ces bars et essayer de rencontrer, voilà, Hmm. pourquoi pas, d'autres fans d'Arsenal, quoi. Et ensuite, c'est en fait voir déjà si ça prend et pourquoi pas après se prendre en photo et après qu'on mette sur le site vraiment qu'on ait des endroits de référence en France pour des endroits où se rencontrer, voir des matchs, etc. en fait. Comme la référence, comme le Lions à Voilà, Paris, ou exactement. quand tu es supporter Et, d'Arsenal, tu sais que tu dois aller là-bas si tu veux vraiment rencontrer des et- supporters d'Arsenal. L'idée, c'est ça, en fait, c'est de proposer aux supporters d'Arsenal en France des lieux de rencontre en fonction de là où ils sont pour aller voir des matchs quand ils sont pas chez eux ou quand ils veulent aller regarder ça avec du monde dans une ambiance de supporters. Voilà. Donc, c'est c'est en ça. cours. Ouais, c'est en cours et je trouve ça un peu dommage justement que ça ne se fasse qu'au Lions quoi, à Paris. Alors ok, c'est parce qu'il y a énormément de monde à Paris, mais sur l'enquête supporter, on a vu qu'il y avait vraiment des gens partout en France Hmm. et dans des villes similaires qui regardaient Arsenal, donc qui regardaient les matchs d'Arsenal, et des gens qui sont prêts à voir les matchs d'Arsenal ensemble parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir des matchs à plusieurs comme Louis ici présent. Et je Jamais comprends de la vie, je ferais ça. et je comprends tout à fait, mais il y a des gens pour qui ça les botterait, donc Ah, voilà. ne jamais dire jamais, Louis. Si maintenant on monte dans le Nord voir un match avec toi, bien sûr qu'on va aller dans un pub regarder un match. Ah L'autre, il non, non, tu dit. trouveras porte close, tu trouveras porte close. À la limite, Et les, volets clos. Et les volets clos. les volets clos, tu trouveras tout. À la limite, ouais, je pourrais te mettre la radio si tu veux, mais non, non, tu resteras derrière la porte, hein. Ah, ben Et voilà, voilà, les gens du Nord. le projet avancera cet été. Voilà. À quand l'organisation de rassemblement pour les matchs d'Arsenal? Ça vient avec, C'est lié, hein, ça finalement, vient hein. avec ça. Si on a plusieurs groupes qui se forment en France, parce que je sais aussi que ça peut être aussi un peu chiant de se déplacer quand tu es tout seul et se dire, ouais, je vais aller à Paris tout seul, est-ce que le mec que je vais rencontrer, est-ce que ça va me plaire et Hmm. tout, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se déplacer? Moi, je me dis, si tu te déplaces à deux ou trois, tu vois, dans un lieu, ou voilà, même à plusieurs, mais je me dis que déjà commencer à un niveau, voilà, au niveau de ta ville ou de ton département,
Exactement. Avant de viser un très grand rassemblement qui, au final, a déjà lieu à Paris tous les week-ends au Lions, quoi. C'est ça, Voilà. ouais. Et puis après, je veux dire, par exemple, je sais pas, à Nantes, identifier un bar et après les rassemblements, ça peut être ce bar-là dans un premier temps, avant de faire des Voilà. déplacements, avant d'aller voir un peu plus grand. Mais voilà, on va essayer aussi de fédérer à notre niveau parce que c'est un petit peu ça qu'on recherche et de pouvoir proposer des solutions aux personnes qui recherchent ce genre d'ambiance, ce qui ne concerne absolument pas Louis, vous l'aurez compris. Non, je suis pas Et concerné. et la dernière question, c'est pas volontaire, mais elle concerne plutôt le podcast. C'est Paul, Paul du 11 qui nous pose la question, est-ce que vous allez continuer les Arsenal Légendes? Alors dans Arsenal Légendes, il y avait pas mal de choses. Donc du coup, je me suis permis de lui écrire directement cet après-midi pour savoir de quoi il parlait. Et il m'a répondu. Je lui ai demandé s'il parlait plutôt des épisodes hors série qu'on a pu faire avec notamment Darren Tulette ou avec Emmanuel Petit, ou s'il parle d'émissions comme on peut consacrer une émission sur un joueur présent ou passé du club. Et en fait, il me dit que sa question portait sur les deux. Je vais vous lire sa réponse. Je suis un gros nostalgique de certains joueurs, surtout de la période depuis 2005, Gilberto, Leb, Rosicky, Cazorla, Ljungberg, etc. Ces émissions pardon, permettent de cultiver la mémoire du club. Donc du coup, Corentin, tu permettras de prendre la parole dessus puisque ça concerne un peu plus le podcast, même s'il y a des devoirs de mémoire qui sont faits sur les articles web, sur le site internet. Il y a déjà eu des articles qui ont été faits, il y en aura probablement d'autres. Et généralement, on associe l'article avec le podcast également. C'est des choses avec Richard et Méchal, on en avait déjà parlé l'année dernière. Euh, la trêve a été longue pour certains, elle a été relativement courte pour nous parce qu'on a quand même enchaîné pas mal d'émissions pendant l'été. Mais bien entendu que s'il y a matière à faire un épisode sur un ancien joueur, ou, ben, un joueur présent ou passé qui aurait marqué le staff, les gens de l'assaut ou les gens du podcast, on se limite absolument pas à faire des émissions là-dessus. Au contraire, et concernant les émissions hors série sur des face-à-face avec, comme on a pu le faire avec Emmanuel Petit ou avec Darren Tulette, vous l'aurez compris que c'est pas l'envie qu'il manque, mais de trouver des contacts et d'arriver à joindre ce genre de personnes, c'est une mission Il faut quasi les plugs. impossible. Les plugs, il faut les Donc connecter. voilà. Hein? Je disais, il faut les plugs, il faut les connexions. Bah ouais, il faut les connexions, ouais. Donc du coup, voilà. Donc là, il y a deux, trois pistes pas très chaude, mais des pistes. Donc voilà, j'attends que le téléphone, que quelqu'un décroche le téléphone en face ou qu'on me rappelle suite au message que j'ai laissé. Et j'espère pouvoir vous proposer de nouveaux hors-série très, très prochainement. Raoul, Messieurs, oui, Méchat, pardon. pardon si je peux préciser, je pense que ce message, il est aussi demandé dans le sens où avec Axel à l'époque, on avait lancé une série justement sur les légendes ou en tout cas sur les joueurs qu'on avait beaucoup appréciés et qui nous avaient marqué. Et ça avait donné lieu à un épisode spécial sur Coquelin notamment, lieu à un épisode spécial sur Ozil, un épisode Ouais. spécial sur Cazorla, de mémoire, enfin je sais plus, mais en tout cas on avait lancé des petits épisodes comme cela et qui avaient pas mal plu d'ailleurs à l'époque. Et l'idée c'était effectivement de reprendre, mais Axel a quitté le podcast pour des raisons perso. Et donc ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que clairement que ce soit des joueurs un peu moins connus mais qui nous ont marqués ou alors des légendes, c'est clair que ça permet de relancer ou en tout cas de ne pas oublier les joueurs très importants pour nous et pour le club. Et je pense que ce message, il est aussi pour cela. Et du coup, moi qui participe souvent au podcast, même si j'y suis moins qu'avant, c'est toujours des bons moments. Donc, si effectivement on peut en relancer pendant l'été, je pense que ça peut être une très bonne idée pour toutes les personnes qui veulent y participer, effectivement. On essaiera de voir, peut-être via un sondage, quels sont les joueurs sur lesquels les abonnés, les auditeurs souhaitent que l'on fasse un épisode. Ça pourra peut-être nous orienter dans notre proposition. Louis, Corentin et Méchal, merci beaucoup. Remercie également tous ceux qui ont pris le temps de poser des questions. Je les ai trouvés quand même très très gentils. On avait quand même dit que toutes les questions étaient permises et qu'on répondrait à toutes les questions. Donc voilà, donc peut-être refaire ça prochainement. Peut-être que les auditeurs seront un peu plus curieux de voir comment
Louis s'enferme chez lui pour regarder les matchs. Et comment ça se fait que quelqu'un du Nord ne souhaite pas partager des moments avec des amis? Voilà. Je peux partager une bière, hein. Je peux partager une bière, mais je ne partagerai pas mon écran. Ou alors, sauf si vous voulez passer un très mauvais moment, mais je vous conseille pas. En tout cas, merci de votre participation. Ce podcast aura été bien long. On va le faire, on va le diffuser en 2 parties, hein, messieurs. On peut se le dire comme ça. Voilà, il faut que je trouve la bonne coupure. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. J'espère que le mercato va un petit peu bouger côté Arsenal, parce que je crois qu'on doit être un des seuls clubs de Première Ligue à ne pas avoir fait une signature. Honnêtement, on va dire on va pas dire qu'on a peur, mais voilà, on est impatient de voir notre première recrue, hors Kepa ou Zubimendi, même si ça n'a pas encore été fait. Très bonne journée, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis et allez voir sur le site internet. Il y a 5 articles qui ont été postés en juin, tous aussi bons les uns que les autres. Donc voilà, un peu de lecture au moment propice pour vous. N'hésitez pas. Bonne soirée, à très bientôt. Common Gunners, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.